Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. L'intégration des immigrés de nouveau au cœur de l'actualité. Le gouvernement réfléchit à améliorer la situation des étrangers tout en restant prudent pour ne pas ouvrir un front de contestation à quelques semaines des municipales. Serge Dassault, bientôt fixé sur son sort. C'est demain que tout devrait se jouer lors du bureau du Sénat qui doit se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire du sénateur UMP, soupçonné d'achat de vote alors qu'il était maire de Corbeil-Essonnes. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme en matière de gestion des déficits. Elle estime que les 50 milliards d'euros d'économies annoncés par le gouvernement d'ici 2017 pourraient ne pas suffire. La Cour exige d'autres efforts. La protection sociale et les collectivités locales sont visées. Débat à suivre dans ce journal. François Hollande et Barack Obama, forts de l'amitié franco-américaine, s'engagent à relever ensemble les grands défis du terrorisme au changement climatique. Depuis la Maison-Blanche à Washington, où ils ont tenu une conférence de presse commune, les deux hommes ont affiché leur volonté d'œuvrer côte à côte pour la sécurité dans le monde. On écoute le président François Hollande. La France et les États-Unis sont deux pays qui ont une vocation par leur place, leur histoire, mais également leur statut de membre du Conseil de sécurité comme permanent. Oui, nous avons vocation à peser sur le destin du monde, pour la liberté, pour la démocratie, pour le respect des peuples. Et c'est ce que la France a fait avec le soutien des États-Unis au Mali pour lutter contre le terrorisme et pour permettre à ce pays de retrouver son intégrité territoriale. Et puis, sachez que Barack Obama se rendra en juin en Normandie à l'invitation de François Hollande pour célébrer les 70 ans du débarquement. Jour J-1 pour Serge Dassault. C'est demain que le bureau du Sénat se réunit pour décider ou non de lever son immunité parlementaire. Hier, le sénateur UMP de l'Essonne a pris tout le monde de court en annonçant lui-même qu'il souhaitait la levée de cette immunité. Sophie Normand. Tout le monde s'attendait à une explication de la part de Serge Dassault. Il avait demandé la parole en début de séance. Finalement, ce fut un non-événement. Mais compte tenu du faible... personnes qui sont là, je renonce à cette règle. Hier, c'est le sénateur lui-même qui a demandé la levée de son immunité parlementaire. Une démarche tout à son honneur qui lui permettra de se défendre selon ses collègues de l'UMP. On a discuté de la meilleure stratégie. Et je pense que comme Serge Dassault n'a rien à se reprocher, il a eu raison de demander la levée de son immunité. À gauche, on voit là une tentative de reprise en main de la situation. Je crois que Serge Dassault a compris que cette fois-ci, le bureau du Sénat lèverait son immunité. Il a appliqué l'adage quand les événements vous échappent, feignez de les organiser. La demande de Serge Dassault intervient à 2 jours de la réunion du bureau du Sénat. Objet, se prononcer sur une nouvelle demande de levée de son immunité parlementaire. La dernière remonte au 8 janvier dernier. Elle avait déclenché un tollé conduisant le président du Sénat Jean-Pierre Bel a préconisé un changement du mode de vote. Les sénateurs devront aussi se prononcer sur cette question avant, très probablement, de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Il pourrait alors être placé en garde à vue par la justice. Et on a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Affaire Dassault, faut-il supprimer l'immunité parlementaire? Eh bien, les internautes ont répondu oui à 83%, non à 15% sur 184 votants. L'accueil des gens du voyage, un casse-tête pour les communes qui ne disposent pas toujours d'aires d'accueil adaptées malgré la loi Besson qui les y oblige. Une proposition de loi pour sanctionner les gens du voyage en cas de stationnement illicite était débattue cet après-midi au Sénat. Voyez ce reportage de Pauline Dame et Nathalie Guilloire à Vigneux-sur-Seine en Essonne et on se retrouve juste après avec notre invité, le sénateur UMP Pierre Hérisson. Nous sommes arrivés avant-hier soir en fin de journée. S'installer sur un parking par obligation. Teddy fait partie de la communauté des gens du voyage. Ils sont arrivés dimanche à Vigneux-sur-Seine et se sont installés dans un parking municipal. L'occupation de ce terrain est illicite. On n'a pas eu le choix. En étant au pied du mur, il a fallu trouver un emplacement. On a vu cet emplacement samedi soir, il était vacant. À Vigneux-sur-Seine, il existe une aire d'accueil, mais elle affiche déjà complet. Le maire de la ville assure donc ne rien pouvoir faire de plus. Il y a un problème de pénurie des terrains pour les gens du voyage, mais Vigneux ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais ça fait bien quand on dit « Ah, faut obligatoire, hein, des aires de passage, des aires pour qu'ils stationnent ». C'est super, quand on a dit ça, on a tout dit. Sauf qu'on ne fait rien de concret. On ne dit pas qui va payer. Pourquoi ça serait exclusivement les villes qui paieraient? Mais cette association de défense des gens du voyage rappelle le devoir d'accueil des municipalités. Objectivement, il y a de la place lorsqu'on veut en trouver et de toute façon, c'est une obligation légale. On dit la même chose pour les logements sociaux, les maires disent on ne peut pas en construire et puis en même temps, ils construisent de l'habitat privé. Donc il y a bien une question politique et encore une fois, la loi impose depuis maintenant 14 ans aux communes de plus de 5000 habitants d'accueillir dignement les gens du voyage. Pour le moment, une solution provisoire a été trouvée entre la municipalité et les gens du voyage. Ils pourront rester ici jusqu'au 9 mars. Après, ils devront repartir et trouver un nouveau terrain. Pierre Hérisson, sénateur UMP de la Haute-Savoie, et vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes à l'origine de ce texte qui a été débattu cet après-midi en séance publique sur l'accueil des gens du voyage. On vient de le voir dans ce reportage. Certaines communes sont confrontées à des stationnements illicites. Mais est-ce qu'il faut sanctionner les maires qui ne respectent pas les obligations en matière de loi Besson ou sanctionner les gens du voyage ? Je pense que l'idéal, ce serait de ne sanctionner ni les uns ni les autres. Parce qu'on est dans un débat qui s'est un peu politisé depuis quelque temps. La loi Besson prévoit la construction des aires d'accueil pour recevoir les gens du voyage et on a créé un amalgame et une confusion entre les grands rassemblements qui sont cultuels, les grands passages qui sont cultuels et puis une tendance qui se développe et qui n'est pas acceptable, c'est les gens du voyage arrivent dans une ville et c'est eux qui choisissent le terrain où ils vont se poser. Il existe un certain nombre d'aires d'accueil, la moitié seulement de ce qui devrait exister et ça je reconnais qu'il y a un déficit. Dans un rapport de la Cour des comptes. Bien sûr, il y a vraisemblablement des choses à faire, mais il manque aussi 1 500 000 logements sociaux et nous vivons dans une société qui fait des efforts à l'adresse des différentes catégories sociales. Je crois qu'aujourd'hui, la loi Besson doit être modernisée et si j'ai déposé une proposition de loi, c'est un sujet précis. Ça n'a rien ou pas grand-chose à voir avec l'accueil et le stationnement traditionnel des gens du voyage. C'est pour essayer de fixer des sanctions à l'adresse de ceux qui ne respectent pas le dispositif des grands passages qui se produisent de mai à septembre et une fâcheuse tendance à occuper illégalement un certain nombre de terrains, pas seulement au motif que les terrains n'existent pas. On a dit que c'était un texte répressif, Pierre Hérisson, votre proposition de loi. C'est un texte répressif dans la mesure où on essaye de donner un peu un signal après le bazar de cet été, après des pseudo-grands passages qui se sont constitués, des aires d'accueil qui sont totalement vides dans certains départements alors qu'elles sont aménagées, et on voit apparaître au motif et parfois au détriment de Vie et Lumière, des associations évangéliques, des associations catholiques. Les grands passages sont réservés aux missions cultuelles dans notre pays. C'est pour ça qu'elles ont été créées par les évangélistes et les catholiques eux-mêmes. Il faut respecter les missions évangéliques qui vont en direction de grands rassemblements, qui vont en direction des Saintes Maries de la Mer et qui n'ont pas grand-chose à voir avec cet amalgame ambiant permanent créé par des personnes qui se croient représentatives des gens du voyage. Moi, je peux vous assurer que les principales organisations de gens du voyage aujourd'hui comprennent bien que ceux qui ne respectent pas la loi donnent une mauvaise image d'eux-mêmes, une mauvaise image des gens qui ont choisi de vivre dans un pays de liberté de manière itinérante. On est aujourd'hui avec le respect des gens qui ont fait ce choix de mode de vie. On essaye d'organiser le territoire comme on essaye d'organiser et progressivement le logement social. Il y a eu la loi, l'article 55 de la loi SRU qui impose 25% maintenant avec les modifications de la loi Dufaux. Il y a des objectifs qui ont été fixés, mais il y a aussi quelque chose dont on ne parle plus, quelles que soient les majorités, c'est que depuis 5 ans, plus personne n'aide financièrement les communes à réaliser les aires d'accueil. Ce serait quand même bien qu'on le dise. Alors justement, c'est peut-être parce que c'est trop politique à l'approche des élections municipales. Votre texte n'a pas pu être terminé. Son examen est encore reporté aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous de ces débats ? Je suis sénateur depuis bientôt 20 ans. J'ai été député. Dans le passé, je n'ai jamais vu une recherche d'obstruction pour aller jusqu'au vote d'un texte
parce que la majorité aujourd'hui au pouvoir ne veut pas que le texte soit voté avant les élections municipales. Ils savent bien pourquoi on ne va pas jusqu'au vote. C'est qu'ils vont être en minorité dans les deux assemblées, parce que les parlementaires qui sont maires, ils en ont ras-le-bol et ils expriment le ras-le-bol à travers un vote à l'adresse de ceux qui ne respectent rien et qui entachent l'image, parce que la société, elle est faite comme ça, de gens qui respectent les lois, qu'on soit sédentaires, gens du voyage ou autres. Il y a ceux qui respectent et ceux qui ne respectent pas. Aujourd'hui, on a une image totalement détériorée, à la fois des maires qui ne font pas le boulot et des gens du voyage qui ne respectent pas les aires d'accueil et qui veulent choisir eux-mêmes où ils vont sur le territoire. La liberté dans notre pays, elle s'arrête où commence celle des autres. Merci beaucoup Pierre Hérisson d'avoir été notre invité ce soir. En bref, le parquet de Montpellier demande le renvoi du sénateur d'hiver gauche Robert Navarro devant le tribunal correctionnel dans une affaire d'abus de confiance remontant à l'époque où il dirigeait la Fédération socialiste de l'Hérault. Robert Navarro, dont l'immunité parlementaire a été levée le 15 mars 2012, a été mis en examen le 11 décembre 2012 à la suite d'une plainte déposée par le PS. Comment améliorer l'intégration des immigrés en France? Le sujet est sensible à quelques semaines des élections municipales. Un séminaire interministériel se tenait aujourd'hui à Matignon. Plusieurs pistes sont à l'étude, mais le Premier ministre souhaite un débat apaisé. Jérôme Rabier. Refonder la politique d'intégration, voilà l'ambition du gouvernement réuni quasiment au complet en séminaire à Matignon. Mais pas question d'ouvrir un nouveau front polémique à quelques semaines des élections municipales. Jean-Marc Ayrault souhaite un débat apaisé. La politique, c'est pas l'art de mettre sous le tapis les problèmes. La politique, c'est le courage de les traiter. Et de les traiter patiemment, sereinement et de façon méthodique et progressive. C'est ce que nous faisons. Les mesures se veulent consensuelles et axées sur 3 piliers. Premier d'entre eux, l'accueil des étrangers et leur apprentissage d'un socle commun, avec un redéploiement des moyens qui mettront l'accent sur les nécessaires démarches à effectuer ou encore l'apprentissage du français. Deuxième axe choisi par Matignon, la lutte contre les discriminations et l'égalité des droits. Et là, plus question d'immigration, mais d'intégration pour des personnes de nationalité française, mais restées en marge du modèle républicain. Lutte contre les discriminations pour une véritable égalité d'accès à l'emploi, au logement ou encore aux soins. Et l'école sera aussi en première ligne avec notamment l'enseignement des valeurs de la République. Troisième et dernier pilier, développer une politique d'échange et de mémoire en mettant par exemple en valeur des figures de l'histoire issues de l'immigration, qu'ils soient anciens combattants, sportifs ou encore artistes. Une nouvelle instance rattachée à Matignon sera chargée de piloter l'ensemble des mesures, une manière pour le Premier ministre de reprendre la main sur ces questions, auparavant traitées par le ministère de l'Intérieur. Tout de suite, notre page spéciale municipale 2014. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Alors ce soir, vous nous emmenez d'abord en Languedoc-Roussillon. Oui, c'est un sondage caché. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est resté caché. C'est un sondage qui a été commandé à l'IFOP par Europe Écologie Les Verts. Regardez le résultat, notamment à Perpignan, c'est la ville principale. Regardez les résultats du premier tour. La liste PS, Parti Radical, Parti Communiste, serait créditée de 18%. La liste Europe Écologie Les Verts, qui partent seuls au premier tour, 11%. L'UMP-UDI, 31%. Le score important du Front National, Louis Alliot, 29%. Au deuxième tour, cela donne la droite qui arrive en tête avec 39%. Pour la liste de gauche qui se rejoint, Verts et PS, 32%. Le FN reste stable à 29%. Perpignan, c'est 120 000 habitants, capitale des Pyrénées-Orientales. Le FN en a fait évidemment l'un de ses objectifs. Petit rappel chiffre, Marine Le Pen a récolté 22% à la dernière élection présidentielle. Autre sujet, Mickaël, dans cette page spéciale municipale, le non-cumul. Alors, est-ce que les députés et les sénateurs vont pouvoir appliquer dès 2014 cette loi sur le non-cumul? Alors, ils sont 94 députés maires en ce moment. Entre ceux qui ont choisi de ne pas se représenter et pour ceux pour qui, évidemment, c'est une première, au final, ils seront de nombre de 83 à se présenter pour ces élections municipales. Combien chez les sénateurs, Delphine? Vous allez me demander, évidemment. Sur 114 au groupe socialiste, 33 seront candidats. Et pour ceux qui auraient l'idée de quitter leur mandat au lendemain des élections, eh bien l'EPS a très clairement fait comprendre qu'il faudra prendre son temps. Évidemment, la peur des législatives partielles. Pas gagné encore, le non-cumul. Ouais, c'est pas pour tout de suite. À Paris, on a failli avoir une candidature surprise, Mickaël. Et quelle surprise! Robert Rue a eu
invité un institut de sondage à le tester dans un arrondissement parisien. Alors il confirme l'information, simplement il ne veut pas nous donner l'arrondissement en question. Il aurait donc pu être tête de liste à Paris au nom du MUP, le mouvement unitaire progressiste. Il a finalement renoncé il y a une quinzaine de jours, non pas à cause du résultat de ce sondage, mais dit-il à cause du danger qu'il aurait pu représenter pour la candidate socialiste Anne Hidalgo, accusée évidemment de faire perdre son camp. Le PS peut trembler. Par contre, Robert Rue sera bien candidat pour les élections européennes dans le Grand Ouest, à force de dire combien vous pesez, électoralement bien sûr, eh bien vous allez le savoir, aurait-il dit aux instances du PS. Et enfin, Mickaël, eh bien, à 93 ans, il renonce à être candidat. Oui, cela aurait pu être son 12e mandat. Roger Sienné, que vous allez voir en image, co-doyen des maires de France, après 66 ans à la tête de la mairie de la Bastide-Boussignac. C'est où, Delphine, la Bastide-Boussignac? En Ariège. Allez, il a préféré raccrocher. Ouais, on comprend, c'est plus raisonnable. Âgé de 92 ans, Arthur Richier de Faucon-du-Caire dans les Alpes de Haute-Provence, lui, candidat. Il sera toujours candidat pour cette élection. Le travail, c'est la santé, Delphine. Merci beaucoup, Mickaël, et on vous retrouve demain. 24h Sénat, tout de suite, le débat. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, dévoile actuellement aux sénateurs dans l'hémicycle le contenu du rapport annuel des sages de la rue Cambon. Ce matin, son rapport a été présenté à la presse. Comme chaque année, la Cour des comptes part à la chasse au gaspillage d'argent public et il y a urgence car selon Didier Migaud, les prévisions économiques du gouvernement sont trop optimistes. Faustine Saint-Geniès. Ramener le déficit public à 4,1% du PIB en 2013 et 3,6% en 2014, un objectif très incertain. C'est le constat de la Cour des comptes. Dans leur rapport très attendu et dévoilé ce matin, les sages dénoncent l'excès d'optimisme du gouvernement dans ses prévisions. Pour eux, ils surestiment ses recettes et n'envisagent pas de dépenses imprévues. Au total, pour les magistrats, 6 milliards d'euros de manque à gagner de recettes fiscales pour l'État en 2014, de quoi aggraver encore un peu plus le déficit. Nous estimons qu'il y a une indifférence trop grande dans notre pays face au manque de résultats des politiques publiques. Donc nous invitons effectivement à certaines remises à plat. Nous invitons à un changement de culture, à ce que les pouvoirs publics s'intéressent davantage aux résultats. Et comme c'est la tradition, la Cour des comptes met en lumière un florilège de dysfonctionnements, parfois absurdes et toujours coûteux. Comme le programme de second porte-avions français lancé en 2005 avec la Grande-Bretagne, finalement abandonné. Bilan, un surcoût de 200 millions d'euros. La SNCF se trouve elle aussi dans le viseur. En cause, des billets à prix réduit pour les cheminots et leurs proches, soit près d'1 million de personnes qui voyagent gratuitement. Un manque à gagner de 100 millions d'euros. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Jean Germain, bonsoir. Vous êtes maire de Tours, sénateur socialiste d'Indre-et-Loire. Avec nous également sur ce plateau, Éric Doligé, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Loiret. Merci à tous les deux d'être nos invités. Jean Germain, on a entendu Didier Migaud qui parle d'indifférence peut-être de la part du gouvernement, mais également peut-être des parlementaires que vous êtes quant aux préconisations de la Cour des comptes. Alors est-ce que ça vous inquiète, vous, ce message qui vous est clairement adressé ? Non, je crois que personne n'est indifférent. Mais de la même façon qu'on n'est pas obligé de croire à l'infaillibilité pontificale, on n'est pas obligé de croire non plus à l'infaillibilité de la Cour des comptes. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'observations qui sont prises en compte. Mais l'économie, ça n'est pas que des comptes. Effectivement, quand il y a un certain nombre de dérives, je pense que tout le monde en tient compte, essaye de les corriger. Mais après, quand il s'agit de savoir comment, dans un pays, on va relancer la croissance, est-ce que c'est en supprimant toutes les dépenses publiques? On a le droit de se poser la question. Peut-être, monsieur le sénateur, est-ce que ça vous inquiète, peut-être, vous, de voir que la majorité, que le gouvernement, eh bien, ne croit pas à 100% les préconisations de la Cour des comptes? Non, je ne pense pas qu'on ne croit pas. Ça a toujours été comme ça. La Cour des comptes présente un rapport important qui est une référence, qui est intéressant, dans lequel, bien sûr, il y a un certain nombre de points qui frappent un peu, qui frappent la société et l'individu. Bon, dans la réalité,
On sait bien qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des possibilités de faire des efforts. Malheureusement, il n'y a jamais de vision globale. C'est toujours une vision parcellaire d'un certain nombre de points. On dit les collectivités pourraient faire mieux, les hôpitaux pourraient faire mieux, l'État pourrait faire mieux. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale du sujet et qu'on peut faire beaucoup mieux si on a cette vision. Si on s'amuse à faire du parcellaire, effectivement, on reprendra un certain nombre de points qui sont choquants, évidemment, mais qui ne résolvent pas le problème. Donc, pour moi, ayons une vision globale, faisons des efforts, et il y a des marges de manœuvre qui sont importantes. Alors Jean Germain, on a entendu Didier Migaud qui disait que la France est dans une zone dangereuse en raison du poids croissant de la dette. Il faut quand même partager ce constat. Oui, tout à fait. C'est pas une nouveauté, je pense. Mais Didier Migaud a dit ça. Il a dit aussi que des efforts importants avaient été engagés et qu'on n'était pas tout à fait dans la ligne, j'allais dire, des dépenses de la réduction des dépenses telle que prévue structurellement par l'Union européenne. Bon, d'accord, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le sujet, il est toujours le même. Est-ce que le malade doit mourir guéri ? Et chacun se pose la question à l'heure actuelle. Et tout le monde veut rester vivant. Donc diminuer la dette, oui, mais le faire d'une façon qui permette aux Françaises et aux Français de rester vivants. Notamment tous ceux qui sont au chômage, ils attendent quand même un sujet, c'est-à-dire d'avoir de l'emploi. Et si on leur dit la France est guérie, mais vous avez 500 000 chômeurs de plus, ils vont avoir du mal à croire. Donc voilà, je pense que la Cour des comptes fait son travail. Et nous faisons le nôtre en tant que parlementaires, en écoutant ce qui est dit, en ayant un certain nombre de réactions et en jugeant de la politique du gouvernement. Et Éric Doligé, les exemples quand même des pays voisins qui ont perdu le contrôle de leurs finances publiques, ça pourrait quand même inquiéter. Est-ce que la France est en train de prendre ce chemin ? Non, je ne pense pas, parce qu'il va falloir réagir. C'est sûr que si on ne réagit pas et si on continue à aller sur cette lancée de passer les 2000 milliards d'endettement cette année ou l'année prochaine, et puis que l'année suivante, il y en a encore un peu plus, il est évident que ça va poser un problème. Mais je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a des ressorts dans notre société. C'est un problème de volonté politique, alors sur le temps, sur la durée. C'est pas d'aujourd'hui, c'est d'hier, ce sera pour demain aussi, une volonté politique de réorganisation de notre société, de l'État et des collectivités. Et là, je suis persuadé qu'il y a des marges de manœuvre. L'État, enfin moi je le dis toujours, il y a 40 ministres, c'est trop, il y a 20 régions, je le dis toujours, c'est trop, il y a 100 départements, c'est beaucoup trop, il y a 900 parlementaires, c'est beaucoup trop. Donc je pense qu'il y a dans une réorganisation, une vision globale. Si vous vous amusez à toucher aux régions en disant qu'il faut passer de 22 à 15, on ne va pas résoudre le problème. Si vous dites qu'il faut regrouper les départements de la région parisienne, vous ne résolvez pas le problème. Résoudre le problème, c'est de se dire on doit tous se mettre autour de la table, faire un effort, moins de ministres, moins de départements, moins de régions, moins probablement de hauts conseils. Vous remarquerez qu'on en crée à peu près toutes les semaines. Il y a à peu près 500 agences, hauts conseils, etc. Là aussi, je pense qu'une division par deux, ça ne serait pas difficile à faire. Ça ferait des économies, parce que plus on est nombreux, plus on crée de la loi, du texte, du décret, du règlement, de la contrainte, de la norme. Donc simplifions et on fera des économies. Et on est capable de le faire. Jean Germain, effectivement, les collectivités locales sont priées de participer à l'effort général de réduction des dépenses publiques. Et Didier Migaud a demandé que leur participation à ce redressement devienne une réalité tangible. Alors vous, qui êtes élu, qui êtes maire de Tours, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? On vient d'entendre M. Doligé qui disait qu'il fallait aller au-delà de cette réforme du millefeuille territorial. Que peut-on faire ? Oui, je pense que les collectivités territoriales ne participent pas à l'endettement de la France. Je rappelle à tout le monde que les collectivités territoriales, contrairement à l'État, doivent présenter leur budget en équilibre et que la section de fonctionnement doit être équilibrée par les recettes. Donc il n'y a pas de déficit. Parfois, il y a des emprunts, mais qui participent à la dépense publique. Les collectivités territoriales font 70% de la dépense publique en France. C'est-à-dire, ça, c'est de l'investissement, c'est du travail. Alors après, il y a un certain nombre de choses. C'est simple. Je crois que beaucoup d'entre nous demandons à ce que la clause de compétence générale soit réservée aux communes et que pour le reste, on dise aux régions, aux départements, voilà quelles sont vos compétences. Donc, ce sont des sujets qui sont à aborder. Mais freiner d'un seul coup. Là, je pense que je dis, attention, danger. Freiner d'un seul coup toutes les dépenses des collectivités territoriales, ça veut dire
mettre beaucoup d'entreprises en difficulté, augmenter le chômage dans notre pays. Donc je veux dire, il y a un aspect de comptabilité. Et puis, je reprends ce que disait mon collègue, bien sûr qu'il faut le faire, mais imaginons qu'on passe de 40 ministres à 20. Et vous croyez que la crise en France sera terminée? Il faut arrêter de blaguer quand même. Ce sont des aspects un peu populistes. Voilà. Bien sûr qu'on peut le faire. On peut regrouper des régions, on peut regrouper des départements. Mais ce n'est pas le sujet numéro un. C'est qu'est-ce que font ces collectivités locales? Mais en tant que maire, on va me dire je supprime des écoles, je diminue les crèches, alors que toutes les femmes me demandent d'augmenter le nombre de crèches pour justement pouvoir vivre beaucoup plus facilement leur maternité. Je supprime les équipements sportifs. Lorsque l'État, depuis 3, 4, 5 ans, nous dit c'est plus à nous de faire les cartes d'identité, c'est plus à nous de faire les passeports, on le fait. Lorsque les mairies sont ouvertes du matin au soir, lorsque la police municipale se substitue à la police nationale, on va arrêter. Donc je crois qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et puis dans ce rapport, il y a les pages blanches, c'est ce que dit la Cour. Et puis il y a les pages orangées, c'est ce que nous répondons, c'est ce que répond le gouvernement, c'est ce que répondent les collectivités territoriales. Je pense qu'il faut les lire aussi. On va y venir, mais avant ça, je vous propose d'écouter Michel Sapin, le ministre du Travail, qui était l'invité de Public Sénat. Il a également répondu aux critiques de la Cour des comptes. On l'écoute. Il souligne que jamais la France, depuis de très nombreuses années, donc jamais un gouvernement n'avait mis en place des procédures aussi puissantes pour diminuer notre endettement, diminuer notre déficit et même cette année, en 2013, diminuer les dépenses publiques. Ensuite, pour 2014, et à juste titre, il nous dit maintenant il va falloir nous décrire précisément ces économies. Il a parfaitement son rôle. D'ailleurs, il n'est pas le seul à nous le demander. Je veux dire, là aussi, dans le cadre du pacte de responsabilité, on nous dit mais ce que vous allez diminuer comme cotisation du côté des entreprises, comment allez-vous le compenser? Jusqu'à présent, votre objectif de droite ou de gauche, c'était compensé par une augmentation d'une autre cotisation ou d'un impôt. Non. C'est pas comme ça qu'on fera. On le fera avec une diminution progressive, maîtrisée, mais forte des dépenses publiques. Alors on a entendu Michel Sapin, cette émission est à revoir sur notre antenne à partir de 22h45. Il a parlé du pacte de responsabilité. Est-ce que vous pensez, Éric Doligé, que ce pacte peut permettre de répondre aux préoccupations de la Cour des comptes ? Écoutez, moi je regardais Michel Sapin qui avait un beau sourire, il a toujours un grand sourire quand on annonce des chiffres, il voit toujours les choses très positivement. Si vous fouillez un peu le rapport de la Cour des comptes et qu'on lit un peu plus loin que ce qui vient d'être cité, je crois que le sourire doit légèrement diminuer. Alors, moi je pense que le pacte de responsabilité, c'est quelque chose d'intéressant, mais faut-il encore qu'il n'y ait pas des contreparties qui ne soient pas possibles à réaliser? Comment voulez-vous dire à un chef d'entreprise, je vais vous donner des sommes importantes à condition que vous vous engagiez à embaucher dans telle et telle condition ou à former? Le chef d'entreprise, lui, ce qu'il veut, c'est un marché, c'est développer son entreprise, être certain qu'il va avoir des débouchés et des rentrées et pouvoir produire de manière à pouvoir embaucher. Mais il ne faut pas que l'on inverse la proposition. Et moi, je suis persuadé, mais alors là, que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc moi, j'en reviens toujours au même principe. J'ai vu que mon ami et collègue Germain était un peu critique quand je parlais de la suppression, non pas de strates, mais à l'intérieur des strates d'un certain nombre de personnes, parce que je suis persuadé que c'est d'abord un signe fort à donner à la société, que c'est tout à fait faisable. Et quand je regarde comment on peut économiser quand on se met ensemble, on a vraiment des résultats. Quant à la compétence générale, je suis tout à fait d'accord avec lui, j'ai toujours été pour que seules les communes aient la compétence générale, et l'État bien sûr, mais que nous, les collectivités intermédiaires, nous les ayons pas. Il y a au moins un point d'accord entre vous. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour un débat sur l'intégration. Très bonne soirée et à demain. Ce soir sur Public Sénat. À 22h, le journal.